Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes mercredi 4 mai et on commence par les titres. La téléconsultation pour pallier les déserts médicaux. Des cabines font leur apparition dans nos communes et c'est le cas à la pharmacie de Vousvillers. Une affaire qui avait fait parler d'elle, celle du trafic de chiots à Hautevillers. Le couple à l'origine de la fraude a été jugé par le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Les accusés écopent de plusieurs mois de prison et plusieurs milliers d'euros d'amende. Un manque cruel de main-d'œuvre pour l'entreprise allemande Zone Électrotechnique. La société s'est déplacée au lycée Tessier de Bitche pour rencontrer les élèves de Bac Pro Melec et leur proposer des stages et des offres d'emploi. Ce week-end, 2 compétitions de twirling ont eu lieu à Putelange-au-Lac, le championnat Avenir et le championnat interdépartemental équipe et duo. Et enfin, les festivités continuent dans le cadre de Loustine Sarreguemines. Une artiste française et 2 Sarrebruquois exposent leurs œuvres au Casino des Faïenceries jusqu'au 7 mai. Et on va aussi parler patrimoine et tourisme aujourd'hui dans la chronique culturelle. Salut Morane. Salut Margot. Tu vas nous parler des sites passionnément Moselle. Absolument, les sites passionnément Moselle, on en a un sur le secteur. Je veux bien sûr parler du parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim. Je te dirai ça tout à l'heure. Super, on a hâte de découvrir tout ça. Dans cette émission, on parlera aussi agriculture 4.0 avec Stéphane Hermann, un exploitant d'une immense ferme à Réchicourt-le-Château. Il utilise un drone pour surveiller ses troupeaux, un outil qui lui facilite beaucoup la tâche. Allez, on démarre cette émission à l'UFA Michel Roth à Sarreguemines où se déroule actuellement le concours du meilleur apprenti de Moselle. Marie-Morgane Pires est sur place depuis ce matin. Bonjour Marie-Morgane. Et c'est l'effervescence en cuisine. Exactement Margot, alors là c'est le coup de chaud en cuisine, on peut sentir un petit peu le stress et la tension. Alors je vais rejoindre Nicolas Crémer, l'un des membres du jury. Dites-moi un petit peu comment ça s'est passé ce matin en cuisine. Alors ce matin en cuisine ça s'est passé comme vous l'avez dit dans le stress pour les candidats, mais ça va d'heure en heure et ça commence à rentrer dans l'ordre. Et donc là dans quelques minutes ça va passer à la dégustation. Exactement, donc on a le jury collègue qui lui est concentré que à la dégustation, qui va commencer avec la première quiche qui va sortir pour midi moins le quart et ça suivra toutes les 15 minutes avec les plats de chaque candidat. Ok, alors donc là il y a 6 apprentis en cuisine mais il y en a 6 autres qui concourent pour le meilleur apprenti en service en salle. Alors vous les verrez dans un reportage qui sera diffusé demain, mais vous aurez plus d'informations sur ce concours tout de suite avec le président de l'UMI de Moselle. Oui, merci beaucoup Marie-Morgane. Et effectivement, on est actuellement en liaison en direct avec Christophe Thirier, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Moselle. Bonjour Monsieur Thirier, vous me recevez bien ? Très bien, bonjour. Alors bonjour, la première question, ce concours du meilleur apprenti, c'est aussi un moyen de promouvoir la voie de l'apprentissage. Tout à fait, l'apprentissage c'est probablement la meilleure voie possible pour apprendre un métier. Depuis la nuit des temps dans l'hôtellerie-restauration, c'est quelque chose qu'on sait faire. On a l'expérience avec les maîtres d'apprentissage dans les restaurants et dans les hôtels et les jeunes qui ont envie d'apprendre un métier, donc ils se partagent entre les établissements et les cours à l'UFA, ici l'UFA Michel Roth, et c'est une voie qui leur permet bien souvent d'appréhender les métiers, de l'apprendre au fur et à mesure et de devenir performants dans nos établissements. Alors c'est un concours et comme dans tout concours, les candidats seront jugés. Alors comment ils seront jugés et surtout par qui ? Alors ils seront jugés, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, mais on est en train de goûter. Donc les juges, ce sont des professionnels de l'UNI et des professionnels de chaque UFA mosellan qui viennent et qui font la meilleure des parties, c'est-à-dire comme derrière moi, là, de goûter et puis de mettre des notes, d'apprécier à la fois la texture, le goût, si l'assiette est bien chaude, et ils vont goûter l'ensemble des plats qui sont faits, puis à la fin on aura un gagnant. Verdict cet après-midi, c'est cet après-midi qu'on connaîtra les grands gagnants. Alors il y a 2 catégories, art de la cuisine et art du service en salle. Qu'est-ce que cette distinction peut apporter à ces jeunes ?
J'espère beaucoup. Ça démontre déjà qu'ils peuvent se mettre en mode compétition, qu'ils sont capables de faire des efforts, de sortir de leur zone de confort. Et ça, c'est vraiment un atout déjà dans une expérience. Ils pourront afficher ça sur leur CV. Et comme dans nos métiers, c'est quelque chose, la compétition qu'on aime bien, quand ils chercheront un emploi, on pourra apprécier qu'ils aient participé à ce concours. Alors même qu'ils aient participé ou même celui qui le gagne, il aura une mention en plus. Et ça lui permettra une ouverture et de meilleures opportunités pour trouver une entreprise dans laquelle travailler. Une vraie porte d'entrée. Alors merci beaucoup Christophe Thiriet d'avoir répondu à nos questions. Évidemment, on souhaite bonne chance à tous les candidats. Allez, des cabines de téléconsultation fleurissent dans nos communes. Après celle de Rémeulfin, la pharmacie de Woustviller a sauté le pas en mars dernier. Une fois n'est pas coutume, c'est le manque de médecins généralistes et de spécialistes qui a motivé ce choix. C'est un reportage d'Uranie Tozik. Elle est complètement insonorisée. Et à l'intérieur, on y trouve plusieurs outils connectés pour prendre la température, la tension et même analyser la peau. C'est une cabine de téléconsultation installée dans la pharmacie de Woustviller, un équipement qui vient combler la demande de la patientèle. Le premier jour où je suis arrivée, j'ai une patiente qui m'a demandé si on pouvait lui communiquer la liste de tous les médecins parce qu'elle ne trouvait pas de médecin et elle venait de s'installer à Woustviller. Et le lendemain, une patiente qui voulait un médicament sur ordonnance mais qui ne trouvait pas de médecin. Il s'agit d'un service mis à disposition lors des heures d'ouverture de l'officine. Depuis le démarrage, en mars 2022, une personne par jour en moyenne utilise cette nouvelle cabine. Les jeunes sont plutôt adeptes, mais les profils peuvent être variés. J'ai choisi cette cabine parce qu'il y a une banquette. Donc si les personnes âgées adhèrent, elles peuvent venir avec leur fils, leur fille, leur aide-soignant. Les mamans peuvent venir avec leur enfant. Lecture de radio, prescription, suivi médical, tout cela est possible. Les patients peuvent consulter un médecin généraliste ou un spécialiste comme un diabétologue, un dermatologue ou encore un homéopathe. Il est également possible de demander à revoir le même professionnel sur les rendez-vous suivants. Côté finances, les patients n'auront pas à avancer les frais, sauf pour quelques spécialités prises en charge ensuite par la sécurité sociale. Un point à présent sur les chiffres de l'épidémie de Covid au centre hospitalier de Sarreguemines. En date du 2 mai, 37 cas positifs sont déclarés. Le nombre de patients est en baisse, 19 contre 29 la semaine dernière, dont 2 sont hospitalisés en réanimation. Et retour sur une affaire qui avait fait du bruit en 2020. On vous avait parlé d'un élevage illégal de chiots dans le Pays de Bitche. À l'époque, 7 personnes avaient été interpellées, dont le principal intéressé mis en détention. 400 000 € de biens avaient été saisis, dont une voiture de luxe et 71 chiots avaient été retrouvés. 2 ans après cette perquisition, la justice a tranché. Regardez. Il leur était reproché la pratique commerciale douteuse avec un élevage illégal de chiots, le transport d'animaux sans autorisation et la vente sans tenue d'un registre. Le tribunal judiciaire de Sarreguemines a rendu son verdict. Le couple du Pays de Bitche écope des peines suivantes: 30 mois de prison dont 8 fermes pour l'homme, 18 avec sursis pour la femme. Ils doivent à eux deux plus de 19 000 € d'amende. Parmi cette somme, une vingtaine de contraventions de 135 € et des indemnités pour certains acheteurs. Ils ont également interdiction à vie d'avoir une activité professionnelle ou bénévole en lien avec les animaux et n'ont pas le droit de diriger une entreprise pendant les 10 prochaines années. Une affaire inquiétante. Pascal Pfeiffer, un homme de 55 ans originaire de Wiberswiller, avait été porté disparu samedi 30 avril. Il a été retrouvé en vie hier soir à Sarreguemines après de sérieuses recherches, notamment par l'équipe de plongeurs du SDIS 57 et le GRIMP, le groupe de reconnaissance et intervention en milieu périlleux. La société allemande Zone Électrotechnique, basée à Blieskastel, peine à trouver du personnel qualifié. Elle s'est rendue au lycée Tessier de Bitche pour rencontrer les élèves en bac pro MELEC. Une première visite en France pour l'entreprise qui souhaite offrir aux jeunes des stages mais également des emplois dans le cadre d'un programme Erasmus. Un reportage signé Thibaut Desmerlet. Un besoin urgent de jeunes électriciens. C'est la raison de la visite des représentants de l'entreprise allemande Zone Électrotechnique en France. Julius et Holgersson se sont déplacés à la section professionnelle du lycée Tessier pour rencontrer les élèves en bac pro MELEC. Leur entreprise compte plus de 120 salariés, mais 15 postes sont à pourvoir.
Elle est basée à Blieskastel, en Sarre, et fabrique des systèmes électriques pour l'industrie. Mais les jeunes qualifiés sont en manque. Il y a quelques années, la politique était de privilégier la formation universitaire. Tout le monde devait étudier, tout le monde devait devenir professeur. L'artisanat n'était plus nécessaire, plus considéré. Mais sans l'artisanat, ça ne fonctionnera pas non plus à l'avenir. Très rapidement, on aura besoin d'artisans. Cette ancienne politique est dépassée et on doit penser autrement. Au programme, visite des ateliers et discussions avec les élèves et les parents. Florian est en terminale MEDEC. Il a effectué un stage dans cette entreprise et pense travailler quelque temps dans le monde de l'électricité. Alors on m'a fait une proposition d'emploi, j'ai fait 2 semaines de stage dans la boîte et le patron lui-même m'a demandé si j'étais intéressé de travailler dans leur entreprise. Pour l'instant ma réponse sera oui. Le lycée souhaite mettre en place un partenariat avec l'entreprise qui a proposé des offres d'emploi et des stages dans le cadre d'un programme Erasmus pour compléter son effectif. Et on vous l'avait annoncé hier, un événement se déroulera sur le terrain de motocross de l'UM Beachoise. Le club accueillera la 5e épreuve des championnats de France de motocross élite. Le week-end dernier, les membres et bénévoles ont commencé la préparation du site. Thibaut Desmerlet était hier sur place en compagnie du président de l'UM Beachoise. Malheureusement, à la suite de problèmes de transmission pendant le duplex, l'interview a dû être enregistrée et je vous propose de l'écouter. Les préparatifs sont en cours de finition pour l'épreuve du championnat de France ici à l'UM Beachoise. Le plus gros a été fait samedi par plus de 80 bénévoles et membres. Les finitions seront achevées jeudi matin. 208 pilotes sont attendus sur la piste dans 4 catégories différentes, Espoir Junior MX1 et MX2. 10 pilotes du club de beach tenteront les qualifications. La piste est prête. C'est la 45e fois que le club accueille une épreuve du championnat de France. Et à mes côtés se trouve Pascal Cotterer qui s'occupe un peu de l'organisation. Pascal, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour ce type d'événement ? Eh bien, tout d'abord, il faut mettre le circuit en place, donc le préparer. Donc, ça fait déjà un bon mois que nous travaillons dessus. Préalablement, il y a toute la partie administrative. Il y a la motivation des bénévoles. Ça s'est fait tout au long de l'année. Donc c'est une synergie de ces 3 points qui fait qu'on va essayer de vous proposer un spectacle le plus réussi possible. Quelques nouveautés par rapport aux éditions précédentes ? Eh bien, des nouveautés par rapport aux pilotes du championnat de France, il y a 30% du circuit qui ont été modifiés. Par rapport au public, nous avons mis en place un village commerçant, un village avec de la restauration. Donc il y a différents niveaux de restauration, que ça passe de la friture jusqu'au menu du jour. Donc vous aurez de quoi vous restaurer à midi. Ce type de compétition, ça apporte quoi pour le club ? Eh bien, tout d'abord, ça apporte quoi ? C'est la fédération qui nous sollicite pour organiser ce type de championnat de France, puisque nous avons une certaine réputation dans le monde du motocross en termes de qualité d'organisation. Ensuite, bien sûr, ça permet de valider notre notoriété dans le monde du motocross. Inquiet vis-à-vis de la météo ? La météo, elle va être relativement clémente d'après Monsieur Météo, donc peut-être un petit peu d'humide encore mercredi et ensuite dimanche le soleil est attendu. Merci beaucoup Pascal. Et puis maintenant vous savez tout ce qu'il faut concernant l'organisation de cet événement. Il faudra venir assez tôt pour pouvoir bien se placer autour du circuit. Ce sera donc samedi et dimanche. Samedi matin à 9h, les essais se feront pour les espoirs et les juniors. L'après-midi à 15h40, ce sont la manche pour les espoirs et à 11h le dimanche pour les juniors. Et dimanche à 8h, vous avez les essais pour le reste des catégories et l'après-midi, le reste des manches. Voilà, vous savez tout pour ce week-end. Voilà, les rendez-vous sont pris pour ce championnat de France de motocross. 2 compétitions pour le prix d'une ce week-end à Putelange-Lac, un championnat de twirling à venir et le championnat interdépartemental équipe et duo. Focus sur cette dernière catégorie entre complicité et synchronisation. Elle est jugée comme la plus complexe en twirling. Reportage de Marie-Morgane Pires. Un travail à 2, une fusion qui doit s'opérer. Pratiquer le twirling en duo est un plaisir pour beaucoup de sportifs, mais en compétition, le stress peut être vite décuplé. Comme ici, lors du championnat interdépartemental de twirling. La première compétition depuis 2019 pour les équipes et les binômes, organisée par la Fédération sportive et culturelle de France.
comme pour le duo formé par Geoffrey Neumann et Priscilla Virig. C'est la catégorie la plus compliquée pour évoluer dans le twirling. En solo, quand tu fais une erreur, tu peux te rattraper. Quand tu es en duo, il faut essayer de t'adapter à l'autre. Il faut t'adapter à l'autre, il faut être ensemble. Il y a une partie où on est noté sur la synchronisation. Voilà. Alors qu'en équipe, si tu fais une erreur, tu as tes 5 autres copains, copines qui peuvent t'aider à un peu camoufler tes petites imperfections. Un bâton qui tombe au sol représente des points en moins. Alors il faut redoubler de vigilance lorsque 2 sont envoyés en même temps. Les twirleurs font face au jury qui leur attribue 2 notes. Il y a une note technique où on va noter les lancers, les roulés, le maniement général et puis les échanges de bâtons, puisque là on est en duo et équipe. Et après il y a une note artistique, donc est-ce qu'il y a de l'émotion qui va transparaître, est-ce que la tenue de corps est bien, est-ce qu'il y a de la synchronisation, est-ce qu'il y a du travail de montage chorégraphique. En plus du championnat interdépartemental duo et équipe, se déroulait la compétition Avenir. Elle est composée de twirleurs débutants et qui effectuent leur toute première compétition. Parmi eux se trouvent peut-être de futurs champions. Et maintenant, un rendez-vous pour les amateurs de maquettes. La JFR Team vous invite au gymnase de Neufgrange ce week-end pour la 5e exposition internationale. Une centaine de clubs et de passionnés venus de toute la France, d'Allemagne et de Belgique exposeront des maquettes d'avions, de bateaux, d'hélicoptères, de voitures, blindés et autres figurines, des miniatures qui pourront émerveiller petits et grands. C'est samedi de 13h30 à 18h et dimanche de 9h à 17h30. Et la seconde exposition d'art du festival Loustin Sarreguemines a été dévoilée hier soir. Vous pouvez entre autres y découvrir une œuvre éphémère de Camille Chastan qui expose également au Carré Louvain. Petit aperçu de ce qui vous attend jusqu'à samedi au Casino des Faïenceries. Il aura fallu plusieurs heures à l'artiste Camille Chastan pour installer son œuvre Maison de famille. 2 étages de la maison familiale de ses grands-parents qui était un lieu de rencontre pour toute sa famille. Un dessin éphémère, dessiné au blanc de Meudon, qui fait de l'œuvre un lieu de rencontre et d'échange. En fait, toute ma pratique est participative parce que je pars du principe que pour que l'art contemporain aujourd'hui se sépare un peu des a priori qu'on pourrait avoir et un petit peu la réticence de passer le pas de la porte des expositions, il faut que le visiteur ait un contact avec l'œuvre. Et le contact avec l'œuvre est un prétexte pour créer une discussion. Donc c'est exactement ça. L'œuvre est vouée à disparaître au fil du passage des visiteurs. Marcher dessus permet d'emporter un petit bout de cette histoire avec soi sous ses pieds. Elle sera différente tous les jours et puis j'espère qu'elle aura quasiment disparu samedi. Après, il restera forcément quelques traces. L'exposition met aussi en lumière de jeunes artistes de Sarrebruck, Jonas Mayer et Paul Grogus. Une installation à découvrir jusqu'à la fin du festival, le 7 mai prochain. Et plus de découvertes culturelles tout de suite dans la chronique de Morane. Et on passe tout de suite au bon plan de sortie, comme d'habitude. Et oui, comme d'habitude, sortez vos agendas. Alors vendredi soir, la saison culturelle de Sarreguemines se poursuit sur la scène de l'hôtel de ville avec un concert Debout sur le zinc, un groupe français qui vient de sortir son nouvel album intitulé L'importance de l'hiver. Alors Debout sur le zinc, c'est un univers qui mêle l'écriture des maîtres de la chanson française, la simplicité du folk anglo-saxon et l'énergie du rock. C'est à 20h et vous pouvez acheter vos billets en ligne directement sur le site internet de la ville. Samedi, c'est une journée dédiée aux plus jeunes à Puttelange-au-Lac. La fête de la jeunesse fait son retour cette année. Alors au programme du rétro gaming, du cirque, du théâtre d'impro, du graffiti et du bubble foot. De 10h à 22h, les enfants pourront en profiter pleinement. C'est gratuit et sans réservation. Et samedi toujours, la musique municipale de Grosse-Blidershof vous invite pour son 40e concert de gala sous la baguette de Jean-Claude Carman. Ça se passe à l'espace Jeux et Loisirs à partir de 20h. Et pour l'occasion, l'Harmonie interprétera les plus grandes œuvres de ces 40 dernières années comme Eda, La Porte de Kiev, Napoli, mais aussi des œuvres plus modernes mettant en avant notamment le saxophone. L'entrée est libre. Et après la jeunesse et la musique, place au patrimoine.
Dimanche, c'est le 20e anniversaire de l'ouverture au public du Simserhof. De 10h à 18h, le programme est bien chargé. Vous pourrez visiter le site avec les guides de l'association des Amis du Simserhof. Il faut simplement penser à réserver en amont. Et d'autres animations sont prévues, expositions d'armes, des histoires sur le patrimoine, des expos photos, des conférences, des balades à poney et des jeux en bois. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Le tout en musique, profitez-en. Et on termine la liste des bons plans avec du 7e art. Alors mardi prochain, c'est l'avant-première du film Ima, une comédie romantique réalisée par Nils Tavernier avec le chanteur Dadju. Alors la particularité de cette avant-première, c'est une projection concert. Après le film, vous pourrez assister à un showcase exclusif du chanteur Dadju retransmis à l'écran. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places sur le site internet des Cinéma Forum de Sarreguemines. Voilà Margot. Merci beaucoup Morane. Et tout de suite, on embarque avec toi dans le monde merveilleux de la culture. Et oui Margot, alors je vous parle souvent des saisons culturelles des médiathèques. Il y a aussi la saison culturelle de la ville de Sarreguemines ou encore celle de la Halle Verrière de Meisenthal. Mais saviez-vous qu'il existe une saison culturelle au niveau du département? La Moselle a son propre programme culturel et il regroupe de nombreux sites. On a le musée départemental d'Ussel, la maison de Robert Schumann, le musée de la guerre de 1870, le château de Malbrouck, le musée départemental Georges de la Tour, le domaine départemental de l'Indre, les jardins fruitiers de Lac-Nexy et enfin les archives départementales. Il y a énormément de sites sur notre territoire, et vous ne savez pas. Et oui, et ces lieux que je viens de vous citer, eh bien, ils font tous partie des sites passionnément Moselle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout simplement l'appellation donnée à ces lieux qui sont la propriété du département. Et comme le dit cet édito du président du département, témoin d'une histoire, les sites passionnément Moselle sont à l'image de notre territoire, singulier, lumineux et audacieux. Chacun peut vivre le temps d'une traversée culturelle, les événements d'une époque, l'apprentissage de techniques ou le plaisir de la contemplation. Oui, des lieux d'exception, donc. Absolument. Alors notre territoire est riche culturellement parlant et le département de la Moselle a décidé de mettre cet aspect bien en avant. Et vous l'aurez compris, dans cette chronique, on va parler de patrimoine et de tourisme. Et est-ce qu'on a un site passionnément Moselle sur notre secteur? Eh bien sûr, vous le connaissez tous, c'est le parc archéologique européen de Bliesbruck-Ranheim, situé dans la vallée de la Blies. C'est un site pionnier qui a été initié en 1989. Sa particularité, eh bien, c'est un site franco-allemand. Le parc se scinde donc en deux parties, l'une en France, l'autre en Allemagne. Et c'est un réel atout pour le site car cette particularité offre vraiment deux visions complètement différentes de l'archéologie. C'est-à-dire? Eh bien, du côté français, par exemple, les archéologues ont tendance à présenter les vestiges tels qu'ils ont été découverts. C'est lié à notre culture, mais aussi à des législations, comme les thermes. Par exemple, lorsqu'on va visiter les thermes au parc, eh bien, rien n'a bougé. Et c'est vraiment la visite qui s'est construite par-dessus. Et du côté allemand? Eh ben, du coup, du côté allemand, c'est totalement différent. On est plus sur de la reconstitution. Les archéologues vont fouiller les vestiges, ils vont les étudier et à partir des constats qu'ils vont faire, eh bien, ils vont pouvoir reconstituer ce qui était là à l'époque. Et donc, comme je disais, c'est deux visions complètement différentes de l'archéologie, mais elles se complètent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comme si on avait un avant-après de chaque côté de la frontière. Oui, et en plus des vestiges du passé, le parc archéologique de Bliesbruck-Ranheim, c'est aussi des expositions. Tout à fait, en plus de la visite, il y a des expositions permanentes qui sont visibles toute l'année, comme celle du côté de Bliesbruck, qui présente de nombreuses pièces retrouvées sur site. Alors on a de la vaisselle, des outils, des pièces de monnaie ou encore du matériel d'écriture. C'est assez fou, tout ce que les archéologues ont pu retrouver d'ailleurs, et certaines pièces sont vraiment très très bien conservées. Et tu parles d'expositions permanentes, j'imagine que tu as aussi des expositions temporaires. Très perspicace, Margot, absolument. Alors d'ailleurs en ce moment, du côté de Bliesbruck, il y a une nouvelle exposition itinérante qui a pris possession du centre au niveau de l'accueil. Ça s'appelle Moselle, terre d'histoire, terre d'avenir, et en fait cette exposition, elle retrace les transformations des paysages de nos villes, de nos villages, des sites et des bâtiments du 19e siècle à nos jours. Elle compte au total 77 panneaux photos sur 130 lieux de notre territoire répartis par secteur et par thématique. Alors on a d'un côté le territoire Sarreguemines Beach, plus loin Metz-Horn, juste à côté le secteur de Thionville, il y a aussi Forbach-Saint-Avold et enfin le secteur de Sarrebourg-Château-Salins. Alors c'est une exposition très intéressante qui a été créée par le CAUE de la Moselle. Donc le CAUE, c'est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du département. Alors le but de cette expo, c'est vraiment de se rendre compte en fait de l'évolution du paysage de nos territoires. C'est un avant-après parfois très marqué par les guerres. Par exemple, dans l'exposition, il y a un panneau sur Willerwald et on se rend compte justement de ces changements par rapport à l'église notamment.
Effectivement, ça donne envie de la découvrir. Et c'est pas fini, Margot, pardon, je te coupe. Alors après les visites et les expositions, le parc c'est aussi de nombreuses animations et certaines arrivent prochainement, comme la journée des enfants le dimanche 15 mai prochain. De 10h à 18h, le parc est entièrement dédié aux plus jeunes. Alors ils pourront participer à des ateliers ludiques et éducatifs ou encore assister à des spectacles. La programmation complète est à retrouver sur le site internet archeo57.com. Et puis quand on parle du parc archéologique européen de Bliesbruck-Ranheim, on est obligé de parler de Vita Romana. C'est le rendez-vous phare de la saison. Et en fait, cette année, il se tiendra le week-end du 13 et 14 août, 2 journées ludiques et pédagogiques où le public pourra revivre l'histoire grâce à des reconstitutions, des spectacles et des ateliers. Et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, pas de panique, j'y reviendrai encore d'ici là. Effectivement, en plus c'est très chouette pour l'avoir déjà fait, j'avais beaucoup aimé. Merci beaucoup Morane. Je t'en prie Margot. Et puis de ton côté, tu peux déjà noter notre rendez-vous de mercredi prochain. Absolument. Pour la prochaine chronique. À mercredi prochain. À mercredi. Et on marque une courte pause de notre côté, on se retrouve dans quelques petites minutes, on ira à la rencontre d'un exploitant agricole connecté à Réchicourt-le-Château. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le 4 mai et si vous êtes un fan de Star Wars, je ne vous apprends rien, nous célébrons aujourd'hui le Star Wars Day. Le premier film de la franchise est sorti en 1977, mais il a fallu attendre 2008 pour que le 4 mai soit déclaré comme étant le Luke Skywalker Day. Et pourtant, le jeu de mots qui fait aujourd'hui la renommée de ce jour si spécial avait déjà été prononcé bien avant en hommage à Margaret Thatcher, alors nommée Premier ministre britannique le 4 mai 1979. Une annonce dans le journal disait « May the 4th be with you, Maggie. Congratulations ». Ce qui signifie que le 4 mai soit avec toi, qui reprend la cultissime phrase de la saga « Que la force soit avec vous ». Un jeu de mots qui a finalement été validé et repris en masse par les fans et qui est célébré de manière très officielle depuis 2012, date du rachat de Lucasfilm par Disney. Et comme je ne pense pas que la météo de Tatooine vous intéresse, on va rester sur notre secteur. Pour demain, le ciel va rester du côté obscur de la Force et sera une nouvelle fois très sombre et nuageux, mais les averses ne devraient pas être au programme. Côté température, pas d'évolution, on conserve 8 à 9 degrés pour les minimales et 18 à 19 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les Judith et il fera jour de 6h07 à 20h56. Passez tous encore une excellente journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Un apprenti, pourquoi faire ? Un apprenti, ça permet tout d'abord d'avoir quelqu'un qui a des connaissances nouvelles et ça permet ensuite pour l'entreprise de pouvoir former cette personne à notre culture, à nos installations, dans le but de pouvoir le garder à l'issue de sa période d'apprentissage. L'apprentissage, la voie de l'excellence avec l'UFA Michel Roth. Le roi des vins, Astirin-Vendel. 3500 références de vins, des alcools, une épicerie fine et des idées cadeaux. Nouveau, la cloche et sa large gamme de fromages et de charcuterie. Le roi des vins, le temple des gourmands et des gourmets. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie ? Comment ça va ? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre.
Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. C'est ici, à Réchicourt-le-Château, que se trouve le siège de Moselaine, une société innovante et juste qui veut valoriser la laine mosellane. Moselaine est une société coopérative qui est née au 1er juillet 2021 suite à un programme qui s'appelle Défilaine, qui est un programme interreg qui visait à refaire l'état des lieux de la filière laine dans le Grand Est et qui a montré en fait qu'il y avait un intérêt à retravailler des produits locaux à base de laine. La Moselle est le département le plus moutonnier du quart nord-est de la France. Avec ses 54 000 brebis, on pourrait produire 367 tonnes de laine par an. Les races présentes sur le territoire produisent une laine douce et résistante, dotée d'excellentes propriétés thermiques et phoniques. Avec la laine, on va y faire du feutre, ça c'est le matériau principal de l'usine, du panneau isolant et de l'isolant en vrac. Au cœur du projet Moselaine, un objectif principal, la rémunération digne des éleveurs. On a 90% de la laine qui va en Chine aujourd'hui et qui est rémunérée à 10-20 centimes quand le ramasseur de laine veut bien passer. Et le projet, le business plan a été monté avec une rémunération à 2,50 € du kilo. Moselaine existe aujourd'hui grâce à l'investissement d'une soixantaine d'éleveurs engagés venus de toute la région. L'objectif, c'est d'atteindre une centaine d'éleveurs pour pouvoir mobiliser un capital qui représente la moitié du capital de la société, pour que les éleveurs soient majoritaires. La laine fabriquée par Moselaine a déjà permis d'isoler de nombreux bâtiments du territoire. La mairie de Réchicourt-le-Château, par exemple, a été équipée de panneaux isolants en laine. Et parmi les bons clients, l'architecte Brice Auer. Il a adhéré tout de suite, on a déjà fait une première commande l'année dernière, il a commandé pour une centaine de mètres carrés de laine et là il vient de commander pour 20 000 € d'isolant et il est rentré, alors ça c'est un point fort encore et je le remercie, c'est qu'il est rentré aussi au capital de la SIC à hauteur de 10 000 €. Pour transformer la laine à plus grande échelle et inscrire le projet dans le long terme, la société ouvrira l'an prochain son unité de production à Battaville. Moselaine, en résumé, c'est un projet local, ambitieux et durable au profit des éleveurs et du territoire. De la laine 100% revalorisée, made in Grand Est. Allez, on reste dans le thème et on va retrouver de nouveau Stéphane Hermann à Réchicourt-le-Château. Il s'est doté d'un drone pour surveiller son troupeau de brebis. C'est un outil devenu désormais presque indispensable pour lui quand on sait qu'une seule de ses brebis peut mettre au monde jusqu'à 4 agneaux. Je vous laisse découvrir, c'est un reportage signé Jean Milon. 180 hectares, 900 brebis, voici une des plus grosses exploitations ovines du Grand Est. Alors quand vient le printemps et la période d'agnelage, le moment où les brebis mettent bas, la charge de travail rattrape vite Stéphane. Pour surveiller son troupeau, il a donc décidé il y a quelques années d'investir dans un objet que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans une ferme. C'est un drone, voilà, donc très maniable, qui ne prend pas beaucoup de place et en fait qui rend beaucoup de services en termes de surveillance, notamment des animaux. En ce moment il fait beau, donc nos brebis sont à l'extérieur, elles mettent bas à l'extérieur au parc et donc le drone me permet de faire quotidiennement des tours de surveillance. On enlève le cache. C'est parti. Plus que les mises bas, le drone permet à Stéphane de contrôler aussi les clôtures ou les citernes d'eau. Un vrai gain de temps pour ce Mosellan qui depuis peu s'est également équipé de lunettes en immersion. Donc là je vais les mettre, je me mets à 20 mètres de haut. Et donc après je fais le tour de mes parcs comme ça. Ça dépoussière l'image parce que l'élevage a beaucoup d'atouts. Alors un des atouts qu'on vient de montrer, c'est que c'est un métier moderne, ça c'est le premier. Et le deuxième, c'est qu'il répond quand même aux attentes sociétales en matière d'environnement, en matière de climat. Quand il y a de l'élevage, il y a des prairies, il y a des buissons, il y a des haies, il y a des arbres. Et tout ça, c'est des ressources indispensables pour la biodiversité. Pour le moment, Stéphane fait décoller son drone 3 à 4 fois par jour, mais à terme, il aimerait acquérir une machine autonome capable de partir seule et d'envoyer directement une alerte sur son téléphone en cas d'incident. Et c'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Demain, retrouvez une nouvelle édition à midi présentée par Julia. Excellente fin de journée à toutes et à tous.